Et pour en parler avec moi sur le plateau, Monsieur Reda Heriresh, docteur en sociologie des conflits. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Nous aurons également Monsieur Moustapha Mekidesh, économiste expert international en énergie par téléphone. Et ça sera dans la dernière partie de cette émission. Pour commencer, on va discuter de cette crise multidimensionnelle. Première partie donc, quelle est la dimension idéologique de ce conflit russo-ukrainien? 2 jours avant de déclencher l'opération militaire, Vladimir Vladimirovitch Poutine prend la parole et s'adresse à la nation russe. On regarde un extrait et on revient juste après. Encore une fois, je voudrais répéter que l'Ukraine, ce n'est pas seulement notre voisin, mais c'est également une partie de notre histoire, de notre espace culturel. Ce sont nos proches, nos collègues, ce sont nos amis, mais ce sont aussi les gens de notre famille. Nous avons les liens de sang avec ces personnes. Donc tout le monde connaît ces faits. Et pour expliquer les motivations de la Russie, il faut revenir à l'historique de ce sujet. L'Ukraine moderne, pour commencer, a été créée entièrement de toutes pièces par la Russie. La Russie des bolcheviks par la Russie communiste. Et cette transformation a commencé juste après la révolution de 1917. Lénine et ses compagnons l'ont fait d'une manière le moins que l'on puisse dire assez brutale vis-à-vis de la Russie. Ils ont tout simplement séparé l'Ukraine de la Russie. Ils ont coupé une partie du territoire historique russe. Des milliers de personnes vivant sur le territoire n'ont pas pu exprimer leur avis. Et puis, à la veille de la Grande Guerre patriotique et après la guerre patriotique, Staline a rajouté des terres qui appartiennent à la Pologne, à la Roumanie et la Hongrie. Une forme de compensation à la Pologne en donnant à la Pologne une partie des terres allemandes. Khrouchtchev, lui, a pris de force la Crimée et l'a donnée à l'Ukraine. Voilà comment s'est formé le territoire de l'Ukraine soviétique. Un discours donc avec une rétrospective historique, Monsieur Heriresh. À qui est destiné ce discours, d'après vous? Il est destiné à 2 publics, en fait. Le premier public qui est ciblé, c'est d'abord le public russe, puisque le président Poutine veut sensibiliser sa population à la veille donc d'une vaste opération militaire qu'il a menée contre l'Ukraine. Et de ce point de vue-là, il veut remettre dans le bain sa population pour leur expliquer que, pour donner une légitimité à son action, et il est revenu pratiquement un siècle en arrière pour dire que la naissance de l'Ukraine en tant qu'État, avec ses frontières actuelles, est le produit d'un accident. L'accident auquel il fait référence, c'est celui qui est lié à la Première Guerre mondiale, puisque à un moment donné, à la fin de la Première Guerre mondiale, après la chute du régime tsariste, dès que Lénine est rentré de Suisse, dès qu'il a rejoint Saint-Pétersbourg, il a entamé des négociations avec l'adversaire allemand pour mettre fin aux hostilités, parce que la Russie était exsangue. Et donc, pour mettre fin à ces hostilités-là, il fallait aussi gagner la sympathie d'un certain nombre de Russes qui se trouvaient sur la ligne de front. Et c'est ce qui a poussé les bolcheviks, qui ont pris le pouvoir en 1917. Ils sont venus quelques mois après, puisque le premier gouvernement qui avait été constitué au moment de la chute du tsar Nicolas Ier, ça a été avec les mencheviks, qui étaient modérés. Mais ce sont les bolcheviks, une fois qu'ils ont pris le pouvoir, et ce qui était urgent pour eux était de stabiliser la situation interne de la Russie, puisqu'ils avaient d'autres adversaires qui se sont mis à les combattre. Et je pense notamment aux Blancs. Aux Blancs, c'est-à-dire ceux qui étaient partisans du tsar, avec à leur tête des généraux comme Wrangel et Kolchak, qui ont mené une guerre civile pendant quelques années. Lénine va négocier un accord de cessez-le-feu rapidement avec les Allemands. Et cet accord de cessez-le-feu explique pourquoi il s'est empressé de créer cet État ukrainien. Bon, c'est vrai qu'il y avait sur place des velléités indépendantistes, mais ça aurait pu être, disons, que les tournures auraient pu prendre une autre direction.
C'est ce qui explique qu'en 1921-1922, un État a été créé en Ukraine de manière à ce que les forces armées russes ne soient plus polarisées sur ce conflit qui initialement était tourné vers d'autres belligérants, notamment ceux de la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est vis-à-vis du peuple russe. Autre chose aussi, il est dans ses discours précédents, Poutine est remonté quand même jusqu'à il y a cela une dizaine de siècles, parce que quand il parle des Ukrainiens, il ne les présente pas comme étant un peuple étranger ou un peuple hostile. Il rappelle les liens, les liens de sang qui existent entre la Russie actuelle et l'Ukraine. Et pour cause, il faut savoir que Kiev, la capitale de l'Ukraine, était auparavant la capitale de la Russie, qu'on appelait la Rousse, aux environs du Xe siècle. Et donc, la Russie, d'il y a cela 10 siècles, s'étendait donc quasiment de la mer Noire jusqu'à la mer Baltique. Et sa capitale était excentrée vers le sud, et c'était Kiev qui était sa capitale. Et c'est pour ça que pour les Russes, tous les Russes, et le peuple russe aussi, considèrent que Kiev, c'est le bastion de la Russie. Donc il ne saurait y avoir de distinction entre ces deux nations. En somme, il s'agit de deux États pour une seule nation. C'est ça qu'il voulait dire. Et ça, c'est en ce qui concerne les Russes. Le peuple russe. Donc, maintenant, il s'adressait également... Et maintenant, le discours s'adresse aussi à l'étranger, et plus particulièrement aux États-Unis, qui est le principal adversaire idéologique, et à leur tête, ce groupe de pensée qui continue à faire mouvoir la politique étrangère américaine depuis maintenant 25 ans, les Straussiens. Les Straussiens, ce sont les élèves de Léo Strauss, le philosophe américain, qui est un des pères de cette pensée néoconservatrice et qui veut absolument contenir la Russie. Parce que il est lui-même l'héritier de théoriciens plus anciens, notamment Mackinder, qui considère qu'il faut contrôler l'Interland, c'est-à-dire l'espace eurasiatique, de manière à ce qu'il n'y ait pas l'émergence d'un acteur géoéconomique qui puisse à terme venir concurrencer les États-Unis. Et c'est à partir d'eux que sont nés tous ces conflits depuis 2001 qui se suivent les uns après les autres. On commence par l'Afghanistan, après l'Afghanistan c'est l'Irak, après l'Irak c'est la Libye, après la Libye c'est la Syrie, ça n'en finit pas. En fait, c'est la théorie du chaos qui a été élaborée par ce groupe de penseurs et qui avait à l'origine à leur tête ce philosophe, ce spécialiste de la philosophie politique et qui s'appelait Léo Strauss. Donc, de ce point de vue-là, Poutine les indique du doigt. Et on voit bien qu'il les indique du doigt puisque quelques jours par la suite, il ne va surtout pas se gêner pour parler de l'empire du mensonge. L'empire du mensonge. Mais juste avant ça, quelle a été la réaction justement de ce mouvement après l'allocution de Vladimir Poutine? Les premiers jours, il n'y a eu quasiment aucune réaction. Il n'y a eu aucune réaction parce que tout simplement, ils voient qu'ils sont interpellés. Ils se sont donc concertés entre eux et le gouvernement américain n'a fait savoir sa position qu'au moment du début du déclenchement des opérations, le 24 février, le 24 février, c'est-à-dire la semaine dernière. Donc Vladimir Poutine qui parle d'empire du mensonge en s'adressant justement à ce mouvement. Oui, l'empire du mensonge, c'est-à-dire que dans la théorie straussienne, le mensonge en tant qu'instrument politique est utilisé. Il parle de ce qu'on appelle le noble mensonge. On peut avoir recours au mensonge en matière de diplomatie si on sait s'y prendre. Oui. Et lui, il considère que de ce point de vue-là, la morale réprimande toute forme de mensonge. Et on ne peut parler de ce mouvement sans parler de la visite de Victoria Nuland en octobre 2021, qui a rencontré Vladimir Poutine. Oui, Victoria Nuland, c'est l'épouse de Kagan, qui
qui était un des membres de l'administration Bush lors de la première administration 2001-2005. Et elle s'est déplacée, la secrétaire d'État aux affaires politiques, en octobre 2021 pour discuter de cette question ukrainienne. Et il semblerait que la rencontre se soit déroulée dans des conditions plutôt tendues, puisque Poutine a catégoriquement rejeté les demandes qui ont été formulées par Nuland, qui lui a demandé quasiment de capituler, chose qu'il n'a pas acceptée. Et il a riposté en donnant l'ordre donc, au ministère des Affaires étrangères russe de divulguer au mois de novembre suivant tous les courriers diplomatiques qui ont été échangés entre les Occidentaux et la Russie, concernant notamment le traité de Minsk, et qui consiste à dire que la Russie a joué une certaine forme de transparence. Elle a joué une certaine forme de transparence, et elle a démontré à travers ces courriers que les pays occidentaux n'étaient pas disposés à faire pression sur l'Ukraine pour appliquer les accords de Minsk depuis 7 ans maintenant. Et on va s'intéresser à une autre prise de parole d'un autre chef d'État, Volodymyr Zelensky, qui, en s'adressant au Parlement européen, a appelé, je cite, les Juifs du monde entier à ne pas rester indifférents à ce qui se passe en Ukraine. Pour rappel, le président ukrainien avait déjà évoqué une éventuelle médiation sioniste dans ce conflit de haute intensité. On regarde justement ce sujet signé Sofiane Baroudi sur la question. La polémique continue d'enfler après l'appel à la mobilisation lancé par Zelensky aux Juifs du monde entier. Le président ukrainien, très proche des milieux sionistes, avait reçu Netanyahou à Kiev juste après sa prise de fonction en 2019. Pour rappel, les deux plus grands dirigeants de l'État hébreu, Golda Meir et le sioniste Ariel Sharon, sont originaires d'Ukraine. L'entité sioniste est très influente dans cette région, notamment dans les pays baltes, en Europe orientale et centrale, mais aussi au Caucase. Cela s'est fait sensiblement ressentir lors du soutien de Tel Aviv à Bakou dans la terrible guerre du Karabakh qu'il a opposée à l'Arménie l'année dernière. Le Heartland, en plus d'être hautement stratégique, a historiquement été une zone de friction confessionnelle. Y cohabite une forte communauté de chrétiens orthodoxes, catholiques, mais aussi des musulmans dans le Caucase et en Crimée. À ce propos, des bataillons tchétchènes sont déjà entrés en ligne de confrontation et le président Ramzan Kadyrov multiplie les interventions en soutien à Moscou. La zone entre l'Allemagne et les confins occidentaux de la Russie était dénommée à un moment le Yiddishland, comptant une forte communauté juive ashkénaze dont est issu Zelensky ou encore Théodore Herzl et David Ben-Gurion, entre autres monuments du sionisme international. Les tensions interconfessionnelles ont un lourd passif dans cette région. Des pogroms tsaristes aux purges contre les Slaves orthodoxes, en passant par la solution finale durant la Seconde Guerre mondiale, ou encore les persécutions contre les musulmans dans les Balkans. On comprend pourquoi les deux camps utilisent le référentiel de la lutte contre le nazisme et évoquent la rhétorique de la guerre patriotique. Moscou qualifie littéralement ces opérations militaires de dénazification. La guerre de haute intensité ayant cours en Ukraine risque de déborder et attise déjà les feux de la haine raciale dans la crainte de la résurgence de la question des nationalités qui a un temps déchiré le vieux continent européen par le passé. Sofiane Baroudi qui a donc bien souligné cet appel de Zelensky à la diaspora juive dans le monde. Qu'en pensez-vous, docteur ? Oui, c'est un appel qui s'est fait un peu dans des conditions difficiles pour lui. Ça montre qu'il est dans une situation très délicate. Mais cela dit, il y a une méconnaissance de sa part du fonctionnement des différentes diasporas juives dans le monde, parce qu'il n'y a pas qu'une seule diaspora, il y a plusieurs diasporas, et chaque juif est affilié au pays dans lequel il vit. Et donc, par conséquent, la diaspora juive qui est d'origine russe et qui vit en Israël penche plutôt pour la Russie. Elle ne va pas pencher pour Zelensky parce qu'ils sont attachés à leur pays d'origine. Il n'y a pas une seule communauté juive, il y a plusieurs communautés. Et cet aspect des choses, c'est important de le rappeler parce qu'il n'y a pas de mot d'ordre concernant ces communautés. Et chacune va se positionner en fonction de ses intérêts et en fonction des pays dans lesquels ils vivent.
Et on parlera également dans cette émission de l'aspect stratégique. Nous disions, c'est une crise multidimensionnelle, ce conflit russo-ukrainien. Il y a deux empires qui s'entrechoquent aujourd'hui. L'empire de l'OTAN face à un empire émergent, eurasiatique. Est-ce que Poutine est vraiment isolé, comme ça a été affirmé par les Occidentaux ? Pas si isolé que ça, si on voit notamment le vote qui a eu lieu il y a cela quelques jours au sein du Conseil de sécurité, on voit bien qu'il y a une césure entre deux blocs. Il y a un bloc qui ne s'est pas départi d'un soutien vis-à-vis de Poutine. La Chine, l'Inde et les Émirats arabes unis n'ont pas voté la résolution contre la Russie. Donc c'est essentiellement des pays asiatiques. Cette résolution a été activement soutenue par les pays occidentaux. Donc de ce point de vue-là, on voit bien qu'il n'est pas complètement isolé et nous en sommes qu'au premier jour des opérations. Ça, c'est la première des choses. Sinon, en ce qui concerne la position des Russes, même s'il y a eu quelques manifestations et des manifestations pacifiques et pacifistes dans certaines villes de Russie, mais l'appel qu'avait lancé initialement Poutine et qui consistait à dire « si j'interviens en Ukraine, c'est pour sauver des vies russes », ça fait depuis 7 ans que les Ukrainiens, donc que le gouvernement de Zelensky bombarde les familles russes qui vivent dans le Donbass et à Lugansk, et ça a fait presque 15 000 morts. Il faut y mettre un terme. Donc les Russes comprennent que si l'armée russe est intervenue dans ce pays voisin, c'est pas pour s'installer, ce n'est pas pour conquérir un territoire, c'est uniquement pour essayer de trouver une solution politique et pérenne de manière à ce qu'un génocide ne se produise pas comme il l'a dit. Mais la Russie a enfreint les règles internationales. Oui, tout à fait. De ce point de vue-là, c'est incontestable. Même notre pays voisin, la Tunisie, a condamné, parce qu'elle s'est appuyée sur un principe du droit international et qui consiste à ne pas enfreindre ou à ne pas franchir les frontières d'un pays voisin. C'est incontestable. Cela dit, et il y a aussi un autre article, aussi bien au niveau de la Déclaration des droits de l'homme qu'au niveau des Nations Unies, qui stipule le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire que la partie russophone de l'Ukraine a proclamé son indépendance. Une fois qu'elle a proclamé son indépendance, elle a tout à fait le droit de lancer un appel à l'aide. Et donc, vis-à-vis de son peuple et vis-à-vis du reste du monde, Poutine dit « je suis intervenu » suite à cet appel qui a été manifesté par les millions de russophones qui habitent dans cette partie de l'Ukraine et qui n'en peuvent plus. Et avant de passer à l'aspect économique, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur les accords de Minsk qui n'ont pas été respectés. Les accords de Minsk n'ont pas été respectés parce que il y a eu à la tête du gouvernement américain, ça a été signé à l'époque de Barack Obama, et par la suite, lorsque Donald Trump est venu, ça a été gelé en fait. C'est un conflit qui a été gelé parce que c'était pas la priorité de Donald Trump. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, parce que en Ukraine même, ils sont pas parvenus à régler le principal problème et qui consiste à permettre aux russophones de parler leur langue, parce que la langue, le gouvernement de Kiev voulait supprimer la langue russe. Et ça, les russophones d'Ukraine n'étaient pas disposés à l'accepter. Les autres pays européens aussi, ils ont été ils n'ont pas été regardants par rapport à ces aspects qui concernent notamment la sécurité intrinsèque des russophones de cette république-là. Et ils ont laissé les choses, c'est-à-dire que d'autres préoccupations ont pris le dessus, principalement des considérations d'ordre géostratégique entre les deux grands, et qui font que la carte ukrainienne est devenue une carte que l'on agite au gré des circonstances, sauf que maintenant, ça a pris, disons, une autre tournure, parce que les deux empires, il y a un empire
qui stagne actuellement, c'est l'empire de l'OTAN, États-Unis, Europe, qui fait face donc à un autre empire eurasiatique émergent qui regroupe principalement la Russie et la Chine, si on considère que c'est un empire. Si on considère que c'est un empire. Et l'Ukraine, géographiquement, elle se trouve à la lisière de ces deux entités qui maintenant font face l'un à l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que ce qui a réveillé ces derniers mois ce mouvement entre les deux entités, ça a été d'abord le retrait américain le 15 août 2021, un retrait qui s'est mal passé, qui est considéré comme une défaite. Quelque temps après, au mois de janvier, au Kazakhstan, il y a eu un soulèvement et les Russes sont intervenus pour rétablir l'ordre sur place en leur faveur. Et en février, ils passent à l'Ukraine. Donc c'est clair qu'il y a une volonté de la part de Moscou de se réapproprier son voisinage immédiat et qui est considéré comme étant un glacis protecteur. Et sur le plan économique, on va parler des conséquences des sanctions occidentales. Avec nous au téléphone, Monsieur Moustapha Mekidesh, économiste expert international en énergie. Vous venez de nous rejoindre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Donc, on parlait justement de ces sanctions occidentales imposées à la Russie. Les prix du brut flambent. Ce matin, déjà, ils ont frôlé la barre des $120 le baril. Quel est votre commentaire, déjà, par rapport à cette hausse ? Non, je pense que les fondamentaux étaient là et que je vous rappelle que le prix des hydrocarbures avait commencé à augmenter, je n'ai même pas le terme de flamber, donc à augmenter depuis déjà les derniers mois de l'année 2021. Donc, et puis, les fondamentaux n'ont pas changé. Les fondamentaux, c'est quoi ? C'est la demande mondiale, donc qui est devenue plus importante parce que donc il y a des plans de relance à la fois aux États-Unis et dans l'Union européenne qui sont financés par leurs banques centrales respectives, une première d'ailleurs pour des libéraux ou des néolibéraux, et qui donc s'apprêtent donc à reprendre du point de vue de la croissance de leur économie pour revenir au niveau où ils étaient avant la pandémie et puis les dépasser. C'était ça donc le schéma qui était prévu. Et dans ce sens-là, donc il vous a pas échappé que la consommation énergétique, donc étant appuyée sur a besoin donc d'une demande forte, et cette demande existe et elle est toujours là pour le moment. Alors donc ça c'est le premier point. Le deuxième élément c'est que il y a donc, si vous voulez, lors de la position de l'OPEP, si vous voulez, une offre, donc j'ai parlé de la demande, là je vous parle de l'offre, une offre qui n'a pas, si vous voulez, qui n'est pas extensible, puisque je vous rappelle donc la position des États-Unis de demander à des pays du Golfe d'augmenter leur production. Donc, il n'y a pas eu cette augmentation, donc parce que les investissements n'ont pas été faits depuis quelques années, pour deux raisons d'ailleurs. La première raison, c'est l'effet climat, c'est-à-dire où il y avait même des positions donc lors du sommet sur le climat qui s'est passé en Angleterre dernièrement, où donc les investissements dans les hydrocarbures devraient être interdits aux pays donc par les pays occidentaux en direction des pays émergents notamment. Et alors donc puis ensuite l'UE a rétro-pédalé rapidement sur cette question parce qu'elle s'est aperçue qu'elle se fourvoyait dans une surestimation des capacités des énergies renouvelables à prendre en charge les besoins énergétiques de l'Europe. Et puis d'autre part donc on s'aperçoit que finalement la situation est telle qu'on aura besoin des énergies carbonées. Je ne parle pas du charbon, je parle des hydrocarbures jusqu'à 2050. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil mondial de l'énergie. Ceci étant, donc c'est cette nécessité, si vous voulez, de relancer. Donc elle tient toujours parce que le monde ne pourra pas, si vous voulez,
tenir longtemps, l'économie mondiale, je parle, donc sans une reprise forte. C'est-à-dire que le conflit ne peut pas durer éternellement. Donc, et que s'il dure, il y aura des éléments de déstabilisation économique très forts qui vont aller au cœur des économies européennes et même américaines. Est-ce qu'on peut, excusez-moi, Monsieur Mekidesh, vous parlez de déstabilisation. Est-ce qu'on peut prédire aujourd'hui l'avenir des énergies si ce conflit perdure? Justement, comment est-ce que l'énergie... Vous voulez dire de l'approvisionnement, vous vous inquiétez peut-être pour l'approvisionnement énergétique de l'Europe. Si la Russie venait à arrêter, si vous voulez, ses approvisionnements. Donc, ces approvisionnements, s'ils venaient à être arrêtés, mettraient l'Allemagne dans une situation très, très, très compliquée parce que il n'y a pas de plan B au niveau de l'Union européenne. Pourquoi il n'y a pas de plan B? Parce que l'Union européenne n'a jamais pu avoir si vous voulez, une position unifiée sur les questions énergétiques. C'était les paradigmes nationaux qui prévalaient sur les visions européennes. Ça, c'est une réalité qu'il faut rappeler à l'Europe. C'est-à-dire que, par exemple, ils n'ont pas pu avoir des positions unies sur le basket énergétique européen. Donc, il y a, si vous voulez, l'obstacle géologique. Chaque pays a ses propres caractéristiques qui fait qu'il privilégie telle ou telle source d'énergie. La Pologne, c'est le charbon, il ne veut pas en sortir. Donc, pour longtemps encore, l'Allemagne, c'est actuellement 55% du gaz qui provient de Russie. L'Autriche, c'est presque 100%. Alors, en parlant de ces pays, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas, si vous voulez, du jour au lendemain, si vous voulez, changer le basket énergétique et aller vers d'autres sources d'énergie d'une part, et puis d'autre part, avoir, si vous voulez, des nouveaux suppliers, des nouvelles demandes. On a vu la position, par exemple, d'un gros exportateur de gaz, qui est le Qatar, où le ministre concerné a dit au forum sur le gaz qui a eu lieu dernièrement. Donc, il a dit, moi, il n'est pas possible, en tant que pays exportateur, de pouvoir remplacer les quantités qui viendraient à disparaître, si vous voulez, de l'offre donc de l'offre européenne, de l'offre qu'on doit faire en direction de l'Europe. Oui. Et ça, c'est un élément qui a été pris en compte en vérité dans le niveau de sanction qui n'est pas maximal, parce que ce niveau de sanction a évidemment permet donc aux opérations, si vous voulez, aux intermédiaires et aux opérations, si vous voulez, financières d'achat de ces quantités de gaz et de pétrole à partir de la Russie, de continuer dans le système SWIFT. Je dirais donc, et ça c'est un élément important. De plus, je vous donne une deuxième sanction qui a été revue à la baisse. C'est donc la fermeture totale qui est demandée des pavillons russes vers l'Europe. C'est pas possible parce que les pétroliers, d'une part, pour transporter le pétrole, les méthaniers, d'autre part, pour transporter le GNL, qui battent pavillon russe, donc doivent absolument venir donc dans les ports européens, notamment de la mer du Nord, mais d'autres aussi, de pouvoir approvisionner l'Europe. Monsieur Mekidesh, justement, vous le disiez, l'approvisionnement en gaz russe représente environ 40%. L'Europe qui parle d'alternative, qu'est-ce que l'Europe veut réellement dire en parlant d'alternative? Quels sont les non-dits? On essaie de comprendre justement ce qui ne se dit pas. Ce qui ne se dit pas, c'est que donc les répercussions de sanctions maximales seraient insupportables pour toutes les parties en conflit. Je citerai, et j'oublie pas la France, Total Energy en Russie, c'est 30% de son gaz et 16,7% d'hydrocarbures, pétrole et gaz. Vous vous rendez compte que Total a 20% du méga champ de Yamal qui est en exploitation depuis 2017 en Russie, et il a 10% d'Arctic LNG 2. En investissement, ça représente 18,7 milliards d'euros, soit près de la moitié de ce que Sonatrach veut investir en 2 ans ou en 3 ans, je crois. Donc, ça signifie on est là dans des sommes astronomiques, on est là dans des intérêts stratégiques de long terme qui peuvent casser le retour à la croissance.
Et si on coupe l'énergie, on va couper, si vous voulez, un retour potentiel à une croissance forte, et on se retrouvera donc avec une situation où l'endettement qui a été fait ne pourra pas être remboursé, d'où donc des problèmes d'inflation, des problèmes sociaux et des problèmes politiques. Donc, un coup de bluff donc de la part de l'Europe. Comment dirais-tu, c'est pour reprendre une image, si vous voulez, c'est tu me tiens, je te tiens par la barbichette. C'est-à-dire que les niveaux, si vous voulez, de riposte dans le champ des sanctions et des contre-sanctions et des contre-mesures que peut prendre la Russie sont équivalents. Je prends un deuxième exemple qui est celui du blé. Vous savez qu'entre l'Ukraine et la Russie, donc il représente un quart des exportations mondiales de blé. Alors imaginez la situation donc où on interdit aux clients de s'approvisionner en Russie, et il ne vous a pas échappé que dans la stratégie militaire qui a été mise en place par la Russie, c'est de contrôler la mer Noire. Et donc à partir donc du sud de là. Et maintenant donc l'Ukraine, l'accès donc à une exportation du blé ukrainien à partir de la mer Noire n'est pas possible. Donc ça veut dire que c'est un quart si vous voulez, de l'approvisionnement mondial de blé qui peut disparaître de l'offre mondiale. Ça signifie quoi? Imaginez le choc sur les prix lorsque ce quart serait retiré. Donc ça, c'est un deuxième élément. C'est-à-dire que sur les deux éléments, énergie, donc céréales, mais également, donc vous savez que la Russie est un grand pays minier, et donc également sur d'autres produits de base, il y a donc des contre-mesures qui peuvent être elles aussi extrêmement déterminantes. Monsieur Mekidesh, j'aimerais qu'on aborde ensemble la question du gel du gazoduc russe Nord Stream 2 par l'Allemagne, conséquence donc de ce conflit russo-ukrainien. Est-ce que vous pensez que l'Allemagne laisserait entrevoir une reprise de l'exploitation à l'avenir? Pour le moment, on n'est pas là, puisqu'il n'a pas fonctionné. Il était dans une vision stratégique, si vous voulez. Je vous rappelle simplement le paradigme énergétique allemand. Les Allemands se sont retirés après Fukushima, après l'incident nucléaire de Fukushima. Ils ont désarmé progressivement leur centrale nucléaire, et donc sous la pression des Verts, mais également parce qu'il y avait un consensus qui s'était fait autour donc d'une sortie du nucléaire, de l'électronucléaire. Ce que la France ne fait pas, elle fait tout à fait l'inverse, par exemple. Donc, et l'une des solutions, c'était, en attendant, si vous voulez, que les énergies renouvelables puissent prendre une place de plus en plus importante dans le basket énergétique allemand, donc de pouvoir, si vous voulez, prendre de plus en plus de gaz de Russie. D'où ce projet du Nord, ce projet de gazoduc un projet d'Angela Merkel, rappelons-le, qui a souligné qu'il s'agissait d'un projet économique et non politique. Et qui a été soutenu et qui est soutenu d'ailleurs dans la coalition, je ne sais pas comment ils vont gérer la question, mais qui est soutenu parce qu'il n'y a pas de plan B. Je vois mal comment les effets d'annonce de dire on va mettre des GNL, mais qui va les fournir? Est-ce que nous avons... Alors là, je voudrais juste donner une information supplémentaire. Je vous avais dit que l'Europe, souvent donc dans ses positions, notamment sur les questions énergétiques, l'Union européenne n'a pas pris des opportunités qu'elle devait saisir. Je pense au gazoduc Nigal qui vient du Nigeria à travers le Niger et qui viendrait donc au niveau du hub intercontinental gazier de Hassermal pour alimenter. Il était prévu non seulement d'alimenter évidemment les pays qu'il traversait, ou pour lesquels on pourrait mettre une bretelle. Je pense au Niger, je pense au Mali, je pense donc à d'autres pays qui auraient pu être alimentés, mais également pour pouvoir exporter vers l'Europe une grande partie. C'était ça. Et la Sonatrach, à l'époque, était dans ce business model. Et là, on n'a pas vu, si vous voulez, une manifestation d'intérêt particulière de l'Union européenne pour que ce projet se réalise. Il aurait été donc tout à fait utile. À titre de façon plus directe, pour ce qui nous concerne, lorsque nous avons, si vous voulez, construit le GME,
et je suis bien placé pour le savoir parce que j'étais le directeur général de l'entreprise nationale d'ingénierie pétrolier qui a fait les études d'engineering de ce projet, en tout cas pour le segment algérien. Ce qui était sur la table, c'est que ce gazoduc devrait être relié à un réseau européen de transport de gaz à travers les Pyrénées. Il y a eu des oppositions. Ce que je veux dire, c'est que il faut quand même relire l'histoire, comme ça a été fait par mon collègue tout à l'heure. Et donc, c'est parce que ça explique aussi, si vous voulez, des positionnements qui étaient des positionnements qui n'étaient pas justes. De même, j'ajouterai un dernier point, et je m'arrêterai là sur cet aspect de la problématique. D'accord. Lorsque l'Algérie défendait les contrats à long terme, avec des clauses de take or pay, avec donc des contrats à long terme. C'était pas une vue de l'esprit, c'était parce que pour pouvoir financer des installations aussi capitalistiques, il fallait que le cash flow de ces installations soit si vous voulez, garanti par des contrats de long terme. Et on a été suivi et financé, donc on a reçu des financements de la Banque européenne, etc. Ça a permis à ces projets de se faire. Monsieur Mekidesh, par souci... Ensuite, il y a eu un changement d'attitude de la part de l'Union européenne. On va au marché spot. Résultat, le marché spot, ça garantit pas les quantités que vous devez avoir. Oui. Et vous êtes dans une situation assez embarrassante, comme c'est le cas aujourd'hui. Complètement. Monsieur Mekidesh, et nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas finir cette émission plutôt sans parler de l'Ukraine, qui est un vivier de l'Europe, notamment en blé, qui a un poids économique en Europe finalement. Oui, je vous ai parlé de l'Ukraine, qui est effectivement un exportateur important. Par exemple, l'Égypte dépend entièrement, je dis bien entièrement, des exportations en provenance de l'Ukraine et de la Russie. Or, si la situation s'aggrave... Et justement, est-ce que l'Ukraine est-ce que les pays arabes, à l'image de l'Égypte, justement, sera impacté justement par ce conflit ? Absolument. L'Ukraine ne pourra pas exploiter parce que dans le plan de bataille qu'a conçu donc la Russie, c'est de commencer à contrôler donc tout ce qui est accès à partir de la mer Noire. Donc, et ça, donc, c'est-à-dire que comme les exportations de blé sont des exportations qui prennent la voie maritime, je vois mal comment l'Ukraine pourrait exporter. Et donc là aussi, donc il y a une situation, si vous voulez, où, si vous voulez, pour résumer, donc il y a une situation dans le jeu d'échecs où on peut aboutir où personne ne veut, si vous voulez, de ces sanctions maximales. Et pour ma part, je ne crois pas que le niveau de sanctions atteigne le niveau maximal, sinon donc il ouvrirait la voie si vous voulez, à l'aventure et un cataclysme peut-être qu'on n'aurait jamais vécu. Merci Monsieur Moustapha Mekidesh pour votre disponibilité, d'avoir été présent avec nous. Un échange très enrichissant comme de coutume. Je le rappelle, vous êtes économiste, expert international en énergie. Merci. Docteur Halilesh, je m'adresse à vous pour cette toute dernière question avant de clôturer cette émission. Et l'Algérie, dans tout ça, qu'en est-il de sa position ? L'Algérie, elle a, en ce qui concerne sa position diplomatique, elle a toujours prôné le non-alignement. Depuis ces 40-50 dernières années, ça a toujours été sa position, et plus particulièrement maintenant, avec ces deux blocs qui sont en opposition. Elle part du principe que la seule solution pérenne qui puisse prévaloir, c'est la solution diplomatique et l'ouverture de négociations entre les deux parties le plus tôt possible, de manière à parvenir à une solution juste et équitable. Ça a toujours été sa position en ce qui concerne quasiment tous les conflits de cette planète. Maintenant, en ce qui concerne l'économie, l'Algérie peut tirer profit de cette situation-là, parce qu'il va y avoir une redistribution des cartes. Et je pense notamment qu'en tant que, tout d'abord, pays producteur d'hydrocarbures, plus particulièrement de gaz, le transsaharien, qui va le projet transsaharien qui va du Nigeria jusqu'à Hassi R'Mel, peut être une excellente opportunité pour elle pour rebondir de nouveau. Pourquoi ? Parce que les pays
occidentaux sont pris en tenaille maintenant. Ils sont extrêmement dépendants du gaz russe et ils voudraient diversifier davantage leurs exportations. Donc à très court terme, l'Algérie peut satisfaire dans une certaine mesure les besoins supplémentaires de certains pays comme l'Italie. L'Italie qui a envoyé son ministre des Affaires étrangères cette semaine pour négocier une augmentation des livraisons. Mais à moyen terme, lorsque le Nigal, c'est-à-dire le gazoduc qui vient du nord du Nigeria, sera connecté à Hassiarmel en passant par le Niger, c'est sûr que l'Algérie, à ce moment-là, via le transafricain, elle pourra fournir des quantités de gaz beaucoup plus importantes à l'Europe, être une alternative, et c'est ce qui lui permettra également de négocier en position de force la révision des accords en ce qui concerne l'accord d'association avec l'Union européenne, qui est largement déséquilibré, puisqu'il avantage davantage l'Union européenne que l'Algérie. Mais il a été signé en 2005, à un moment où l'Algérie était encore affaiblie par la décennie noire, et ce qui fait que les négociateurs algériens, à cette époque-là, n'ont pas été très regardants. Donc la situation actuelle est en faveur de l'Algérie, et j'espère qu'elle pourra rebondir le plus tôt possible pour se positionner. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres créneaux juteux qui vont s'offrir à elle. Je pense notamment à ce qui concerne l'exportation d'aluminium, d'autres produits qui sont liés aux engrais chimiques notamment, l'ammoniac, parce que l'Ukraine est un pays producteur, est un important producteur d'engrais et d'ammoniac, et que dans l'état actuel des choses, des autres pays voudront assurer leur approvisionnement. Et sachant que l'Algérie est un exportateur d'ammoniac, il exporte entre 85 et 90% de ses exportations, en fait, ce sont de nouveaux marchés qui s'ouvrent en face d'elle, et essentiellement des marchés européens, c'est-à-dire qui sont juste à côté d'elle et qui lui permettront de dégager une plus-value beaucoup plus importante, et qui va dans le sens un peu de la diversification économique qu'a voulu mettre en place le président Tebboune. Voilà. Excellent. Merci, docteur Reda Hariresh. Vous étiez en direct avec nous, je le rappelle, vous êtes docteur en sociologie des conflits. Voilà, merci de votre attention, merci de nous avoir suivis durant cette émission, durant laquelle nous avons parlé d'une crise multidimensionnelle concernant ce conflit russo-ukrainien. Tout de suite à 19h, le journal télévisé présenté par Riyad Lahri. Je vous retrouve demain pour votre édition spéciale, un nouvel épisode donc concernant la crise russo-ukrainienne. Excellente soirée à tous sur L24 News.